5, 4, 3, 2. Un nouvel invité dans l'After Lap, le podcast du Sport Auto, car Patrick Lemarié, tu ne l'ignores pas, après le Final Lap, il y a l'After Lap. On se permet de débriefer un petit peu et d'analyser. Et c'est donc toi notre invité du jour. Salut Patrick. Salut LB. Tu sais que ça me fait plaisir de te retrouver parce qu'on peut révéler à nos auditeurs qu'on se connaît depuis un certain temps. Ah oui, ça fait Depuis très longtemps. 25-30 ans, je dirais. Je me souviens qu'on regardait ensemble les grands prix de F1, là, c'était dans les années 90. C'est ça, on se connaît depuis les années 90, ça c'est sûr. Et moi, tu penses bien que je t'ai suivi très attentivement quand tu as été aux États-Unis en kart. Non, Champ Car, excuse-moi. Champ Car, excuse-moi. Ça a changé tellement de fois de nom. Oui, voilà, c'est pour ça que tu vois, même moi, Alors, je résiste pas à la question. Tu te souviens comment de cette période quand tu débarques à Saint-Pétersbourg, en Champ Car tu revois ça comment maintenant, Patrick ? Bah écoute, pour moi c'était important parce que ça faisait 4 ans que j'étais le troisième pilote de Baronda en F1. Il y avait un peu de frustration bien évidemment parce qu'à l'époque on roulait beaucoup, donc j'ai montré que j'étais performant pendant 4 ans, puis ça débouchait à rien. Même s'il y a eu secrètement pas mal de touches avec pas mal d'équipes, mais il n'y a jamais rien qui a débouché. Bon, heureusement j'avais le programme Audi à l'époque où j'ai été champion d'Europe avec Stefan Johansson sur la magnifique Audi R8 aux couleurs Golf. Tout à fait. On a fait aussi les 2 dernières manches de la LMS avec une belle deuxième place entre les deux Audi officiels au Petit Le Mans. Ouais. Donc, ça, et puis les 24 heures du Mans aussi avec Audi, donc de faire les 24 heures avec une voiture pour gagner, même si on a abandonné. Tout ça, c'est des souvenirs qui m'ont empêché d'être trop frustré avec la F1. Mais j'avais une revanche à prendre. Donc quand je suis arrivé en Champ Car à Saint-Pétersbourg, j'avais les crocs. Et comment ça s'est passé ensuite, avec le recul, tu qualifierais comment ta campagne américaine ? Inadmissible, parce que l'équipe, déjà il n'y avait qu'une voiture, on faisait un boulot de folie, on fait une 10e place, on marque des points à la première course, alors que c'était une équipe complètement nouvelle. Et puis j'ai vite compris que finalement ça allait pas marcher parce que déjà on s'entendait pas bien. Le patron de l'équipe à l'époque, à la 2e course, est venu me voir en me disant mais si tu performes aussi bien, s'il y avait un gars qui connaissait la voiture, il fera encore mieux, comme des choses n'importe quoi. Ah oui. Parce que ça s'est avéré, moi je sortais quand même 4 ans de F1, donc en étant performant. Et puis bon, ils se sont rendus compte après que ça a vite dégénéré. Ils m'ont enlevé mon ingénieur à partir de Long Beach. Donc c'est moi qui faisais l'ingénieur, le pilote, alors que la tournée européenne, on a bien marché. On était, je fais quand même l'extérieur aux deux players en Allemagne là. Donc ça fonctionnait. On aurait pu faire un podium à la 3e course. On avait des problèmes techniques. Il y avait de la performance. Donc quand on vient me voir en me disant si on met un pilote qui est habitué au championnat américain, ça va fonctionner. On a vu ce que ça a donné. Papis dans ma voiture était dernier et Herta aussi. Donc là c'est dur parce que surtout quand tu viens à la course de Montréal et on te dit oui j'ai fait une connerie, mais j'ai dit remets-moi dans la voiture là. Ah bah non, parce que je peux pas. Et ça, tu vois, ça m'a un peu achevé là. Parce que t'es performant, tu fais un boulot de folie. Et puis sur des critères qui sont extra sportifs, on sait même pas lesquels. C'est même des critères d'enfant gâté en fait. Le gars, on te dit finalement t'es pas performant, puis après on te dit j'ai fait une bêtise. Donc ça s'est fini un peu bizarrement et je pense que voilà, j'en ai eu assez à ce moment-là. J'avais envie de faire autre chose. Je te remercie de ta franchise. Évidemment, je voulais pas ressasser des mauvais souvenirs avec toi, mais bon, c'était parce que c'est une expérience de vie aussi. Oui. C'est pas... Et tu sais que je ça vis nous très a bien permis avec, de te récupérer à l'époque sur Motors TV comme consultant des courses d'endurance. Donc ça, je m'en plains pas. On a passé de fort bons moments d'ailleurs. Oui. Et tu avais cette qualité, même si je vais le mettre entre guillemets, de dire ce que tu pensais sans langue de bois. C'était vraiment ta patte. Avec Patrick Rivet, on se regardait, on t'écoutait, on se disait oh putain là Patrick, il envoie du lourd. Mais tu n'avais pas la langue dans ta poche. C'est une qualité que tu partages avec Jacques Villeneuve, ton grand pote, j'ai l'impression. Oui, on a toujours eu ce franc-parler, mais qui est juste, parce qu'on explique aussi pourquoi. On a le politiquement correct, ça nous a jamais plu. Alors ça m'a peut-être coûté cher, mais ça a coûté cher à Jacques aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on sous-estime un peu le palmarès de Jacques. Il a quand même tout gagné sur la planète. Il échoue à une place près de la triple couronne. Je pense qu'il y a un moment, faut relativiser quand on se permet de critiquer Jacques. Mais on vit bien, on vit dans nos baskets, on dit ce qu'on pense. On n'est pas là pour faire du sensationnel, mais on dit ce qu'on pense dans un métier ou dans un sport qu'on connaît par cœur.
Et je pense qu'on est assez pertinent dans ce qu'on dit. Alors après, ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais au moins si on explique pourquoi on le dit, après c'est notre opinion et il faut la respecter. Alors je voudrais qu'on parle évidemment de cette magnifique initiative, le Feed Racing. Je dis magnifique parce qu'il me semble que tout s'est bien passé lors de cette première année, avec les sélections, les quarts de finale, la finale qui s'est déroulée à Manicourt au mois de novembre et qui a permis de donner le prix à un pilote néerlandais qui promet, qui a beaucoup de potentiel. Comment tu juges alors cette première année du Feed Racing ? Exceptionnel, parce que quand on a eu cette idée, il y a quand même depuis quelques années avec Jacques, on avait envie. Moi j'ai dit à Jacques, maintenant ça fait longtemps que ça nous trotte dans la tête et il faudrait peut-être qu'on avance là-dessus, parce que ce qui se fait, ça nous convient pas. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas vraiment une vraie détection de jeunes pilotes et fait avec les moyens qu'il faut. Donc on s'est dit, ouais, c'est le bon moment. C'est le bon moment de le faire. Dur à mettre en place parce qu'on est aussi habitué à être dans la perfection, donc, et surtout dans l'équité. Et cette première année, elle a répondu à toutes nos attentes parce que déjà, les inscrits, on a une quarantaine d'inscrits, donc sur une première année, c'est chouette. Oui, sur beaucoup de nationalités. Sur 10 nationalités différentes, sur un concept qui avait pratiquement disparu. Donc on est très content, et puis surtout le format qu'on a mis en place avec beaucoup de journées. Là, les finalistes ont fait pratiquement 300 tours depuis leur premier jour chez FID. Même si on parle un peu d'argent en sport automobile, pour 14 000 €, c'est imbattable. Donc de toute façon, même si on ne gagne pas à la fin, c'est une expérience fantastique pour des jeunes qui aspirent à faire ce métier-là. Non, la finale était très sympa, ce côté un peu, comment dirais-je, tournoi, j'allais dire tournoi de tennis, avec la finale qui va se deviner, ou match play si on veut prendre une analogie au golf, tu vois, il y a ces matchs successifs qui ont fait qu'au bout du compte, on est arrivé à un vrai duel, 2 pilotes, le chrono va les départager. Au niveau scénario, c'était vachement bien. Ouais, le scénario est bon, et c'est surtout, on l'a pas fait pour le scénario, on l'a fait pour l'équité. Parce que pour nous, on pouvait pas avoir mieux que d'avoir les 2 pilotes qui roulent en même temps, sur la même piste, au même moment. Parce que on a tous, dans notre vie, eu des moments où j'ai perdu une finale de volant, je sais ce que c'est. On cherche toujours un problème, alors que là, tu vois que tous nos finalistes déjeunent ensemble. Et les parents aussi. Donc ça prouve bien qu'on a réussi à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire quelque chose qui est très équitable. Et cette formule, elle est très équitable. Elle récompense aussi les résultats de la finale blanche de la veille, parce que celui qui a fait le meilleur temps la veille, il protège un peu son tableau, entre guillemets. Il rencontre le 6e, donc voilà. Et puis ces combats sont très équitables, c'est en même temps sur la piste. Et puis on a quand même ce scénario un peu sympa où on arrive avec cette finale, et puis il y a je trouve qu'on a trouvé une bonne formule au niveau spectacle, mais aussi au niveau équité, puis au niveau compétition. Et moi, ce que j'apprécie aussi, là c'est un peu les spécialistes qui parlent, mais peut-être tu vas me dire ce que tu en penses, c'est que le prix c'est pour une saison de F4 en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et moi, qui était bercé dans les années 2000 à voir Ricciardo ou Jev aller en F3 en Angleterre, Frodstone, Oulton Park, Knockhill, tout ça, ça forme un pilote, je crois, de manière exceptionnelle. Tu penses ça aussi ? On est complètement d'accord avec toi. Nous, avec Jacques, ça a toujours été le championnat anglais. Alors on a un peu hésité avec le championnat italien au départ, parce que le début de carrière de Jacques, c'est lié à l'Italie. Son père, lui, beaucoup de choses. Le nom de Villeneuve est très, très important en Italie, donc il faut aussi qu'on pense à la pérennité de l'entreprise, puis aux partenaires qu'on peut avoir. Mais nous, dans notre cœur, c'était l'Angleterre qui était le premier choix, parce que les pistes, c'est exceptionnel. Ça forge. Moi, pour avoir fait le Formule Ford Festival, l'Angleterre, ça reste l'Angleterre. Et puis surtout, ce qui nous a décidé, c'est notre discussion avec Trevor Carlin, parce que Trevor, déjà, il a gagné dans tous les championnats, dans toutes les catégories, à part la F1. Il a une écurie en F3, en F2, en IndyCar, ça nous intéresse aussi beaucoup. Et puis c'est un vrai passionné. Il est comme nous, il parle le même langage. Alors il a son business, ok, mais il était plus intéressé de savoir qui allait sortir, le talent, il avait envie de voir. Il est passionné par le talent, il est passionné par le pilote. Et c'est rare des gens qui ont encore cette petite lumière dans les yeux. Et avec Trevor, on parle le même langage. Et donc cette collaboration avec Carlin, elle est juste exceptionnelle pour nous. Ouais. Alors du coup, ça devient ton occupation un petit peu à temps plein, si je puis me permettre, Patrick. Oui, ça a été pas mal de boulot quand même. Tu as vu, on a une logistique quand même assez lourde. Il faut que on veut que ce soit parfait, donc il faut s'en occuper. Donc oui, je passe beaucoup de temps. Jacques aussi, on était à tous les stages. Jacques et moi, on est très impliqués. C'est pas un concept où juste on met un nom et on fait autre chose. On est très impliqués tous les deux.
Et ça, c'est très très important. Et oui, c'est une de mes activités principales. Et j'espère que ça va perdurer longtemps. Ouais. Et puis surtout que ça va grossir. Et puis on a un petit programme sportif avec Jacques l'année prochaine. On a un peu tôt pour en parler, mais ce serait possible qu'on reprenne du service. Bon, et écoute, c'est sur ce mot très prometteur et cette conclusion très sympathique qu'on va se quitter. Patrick, je te remercie d'avoir joué le jeu donc de ce podcast, l'Afterlap, Toujours un plaisir. qu'on a lancé, et la voix de la passion, hein, tu nous connais. Toujours un plaisir d'échanger avec toi, LB. Merci mon Patrick et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.